Bonjour tout le monde. Je vais déjà commencer par remercier Graven et puis le féliciter pour cette initiative. Mon nom est Honoré Onouanou, je suis formateur et développeur. Et dans cette vidéo, je vais vous parler précisément de comment trouver de l'emploi en tant que développeur junior. Donc là, si vous remarquez, j'ai mis développeur junior en jaune parce qu'il y aura plein de conseils qui peuvent s'appliquer même si vous n'êtes pas développeur plutôt junior. On va s'intéresser un peu plus à comment trouver son premier emploi, mais il y aura des notions qui vont s'avérer intéressantes pour tout le monde qui recherche de l'emploi. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet-là? C'est parce que, comme vous le savez probablement, faire des démos en live, ça ne marche jamais. Prendre un sujet où je vais juste parler et puis ne pas coder, mais c'est le monde idéal. Mais plus sérieusement, j'ai choisi ce sujet-là parce que la plupart du temps, trouver le premier emploi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc, si je peux aider avec quelques petits conseils, je me dis que ça serait intéressant ici de pouvoir le faire. Il y a de cela quelques jours au niveau de Twitter, Shirley avait posté ceci, une vidéo dans laquelle elle expliquait un peu comment c'était difficile pour les développeurs juniors de pouvoir obtenir un emploi au niveau d'une compagnie. Donc, à la suite de cela, j'ai eu à me dire également que j'allais faire, disons, une petite vidéo sur le sujet, mais quand j'ai appris la conférence de Graven, j'ai décidé de pouvoir discuter de cela au travers de, comme sujet de conférence tout simplement. Donc, comme vous le savez, l'année 2020 a été une année particulière et dans le contexte de la recherche d'emploi, ça rend encore les choses un peu plus difficiles. Je vais rapidement présenter un peu ce sur quoi je travaille. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi je vous présente ceci, mais premièrement, j'ai une petite chaîne YouTube qui appelle les Teachers du Net, où je donne des formations sur le développement web ou l'informatique de manière générale. J'ai également une plateforme Parlons Code, où je dispense des formations payantes. Je suis cofondateur de deux entreprises, donc deux startups. La première, c'est Samapas, qui fait de la billetterie en ligne, et puis Pedunia, qui est une solution de paiement en ligne. Et récemment, j'ai eu à rejoindre une compagnie qui a pour nom ici InVivo AI. Principalement, c'est une compagnie qui fait de l'intelligence plutôt artificielle. Donc, qui utilise le machine learning pour pouvoir ici designer, découvrir, concevoir des médicaments. C'est un peu ce domaine-là. Donc, pourquoi je vous présente tout ceci? Ce n'est pas par manque d'humilité, mais c'est pour vous montrer que j'ai eu la chance de pouvoir être dans trois domaines qui sont intrinsèquement liés lorsqu'on parle ici de recherche d'emploi. Premièrement, le volet formation au travers des teachers du net et de Parlons Code. J'ai pu acquérir un peu d'expérience en rapport avec la formation. Donc, je vais vous faire un retour sur ce plan-là parce que lorsqu'on parle de recherche d'emploi, qu'on soit autodidacte ou bien qu'on ait eu à prendre des cours à l'université ou bien qu'on ait eu à faire des bootcamps, le volet formation, c'est un volet important qui va peser dans la balance lorsqu'on recherche ici de l'emploi. Également, en tant que recruteur, j'ai eu à participer à recruter des directeurs techniques, des stagiaires au niveau des entreprises. Donc, je pourrais vous faire également un retour sur ce plan-là pour voir ce que généralement les recruteurs recherchent. Et puis, dernièrement, InVivo AI, comme je vous l'ai dit, c'est une compagnie que j'ai rejoint récemment. Donc, j'ai été postulant, j'ai passé des tests et tout. Donc, je vais vous faire également un retour sur ce que j'ai appris en tant que postulant dans une entreprise. Donc, petit disclaimer avant de continuer, tout ce que je vais dire provient de mon expérience personnelle. C'est pourquoi je vais dire je. J'aimerais que vous puissiez prendre en considération ceci avec une ouverture d'esprit pour comprendre que je ne peux dire que des choses sur ce que j'ai eu à vivre personnellement. Donc, ce que je vais dire, c'est tout ce qui provient de mon expérience personnelle. OK. Comme vous le savez probablement, les compétences requises pour devenir un développeur aujourd'hui ont drastiquement changé. Avant, pour devenir, par exemple, développeur web, il fallait juste connaître HTML, CSS. Maintenant, HTML, CSS, ça ne suffit pas en tant que tel parce qu'on va faire du HTML, CSS. Mais côté CSS, déjà maintenant, il faut connaître un peu comment faire du responsive design. Si on rajoute un peu de JavaScript, il faut après connaître des outils comme peut-être ici Babel, Webpack. De plus en plus, ça devient si compliqué.
Moi, personnellement, si je devais ici commencer aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais le faire parce que quand on se met à la place de quelqu'un qui découvre pour la première fois le monde du développement web, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça demande quand même ici beaucoup de compétences. Donc, dire que je comprends ici votre situation, ce ne sera pas vrai à 100% parce que généralement, lorsqu'on dit on comprend quelqu'un, c'est à 95%. On peut avoir de l'empathie par rapport à la situation, mais de manière générale, je peux comprendre à quel point ça peut être difficile au départ de pouvoir ici démarrer avec le développement. Mais à force de persévérance, vous allez voir que ça devient de plus en plus facile. Donc, commençons par le premier volet, le volet formation. Ce qu'il est important ici de retenir lorsqu'on apprend quelque chose, premièrement, si on est à l'université, c'est apprendre pour apprendre et non pour le diplôme. Parce que généralement, lorsque on est à l'université, on apprend pour avoir simplement de bonnes notes, pour passer le cours et tout. Mais plus tard, lorsqu'on se retrouve sur le marché du travail, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, il fallait réellement apprendre pour comprendre ce qu'on a eu à apprendre, pas simplement apprendre pour avoir le diplôme. Donc, la première des choses, c'est ceci, apprendre pour réellement apprendre. Également, il faudrait ici apprendre à apprendre de nouveaux outils. Donc, en lieu et place de se focaliser uniquement à apprendre des outils spécifiques, il est toujours important de pouvoir ici s'adapter. S'il y a de nouvelles technos qui sont disponibles, de savoir comment est-ce qu'on fait ici un peu de recherche pour pouvoir ici apprendre ces technologies-là. Pour ceux que ça intéresse, j'ai eu à faire une vidéo YouTube au niveau de ma chaîne. C'est le lien que j'ai eu à mettre là, où principalement je montre un peu les techniques que j'utilise pour apprendre un nouveau langage ou bien un nouveau framework. Également, quelque chose d'important en rapport avec la formation, ça c'est beaucoup plus pour ceux qui apprennent ici en autodidacte, c'est de choisir les technologies en fonction de votre emplacement géographique et puis de l'entreprise que vous ciblez. Parce qu'à plusieurs reprises, il y a eu des offres d'emploi qu'on a eu à lancer et puis on recherchait un développeur, par exemple PHP, mais il y a plein de personnes qui ont eu à postuler en tant que développeur Java avec 3 années d'expérience et tout. Donc, si vous ciblez ici une entreprise spécifique, il faudrait ici apprendre les technologies que cette entreprise utilise. Et de la même manière, si vous êtes dans une zone où, par exemple, Symfony, c'est le framework le plus utilisé, ou bien Laravel, c'est le framework le plus utilisé, il faudrait ici apprendre les technologies en question en fonction de la zone géographique dans laquelle vous allez faire votre demande d'emploi. Et quelque chose également d'important, c'est qu'à l'université, généralement, on ne peut pas changer son professeur d'université. Donc, s'il explique un peu mal le cours et puis on ne comprend pas, ben, on est juste obligé ici de terminer le cours et puis avoir ici notre note pour pouvoir passer au cours suivant, ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui grâce à Internet, et vous avez vu avec la panoplie de tous les présentateurs d'aujourd'hui, ceux également qui vont venir demain, vous avez plein d'autres professeurs que vous pouvez trouver en ligne, que ce soit au niveau de YouTube, au niveau de Udemy, ainsi de suite. Donc, ce sera à vous de choisir également d'investir au niveau de votre formation afin d'apprendre le plus de choses possible. Donc, si par exemple, vous souhaitez apprendre du développement web de manière générale, vous avez Graphic.art qui donne d'excellentes formations. Si vous souhaitez apprendre du Java, du Python, vous avez Graven qui donne des formations. Si vous voulez apprendre, par exemple, du Symfony, vous avez Lior. Vous voulez faire du Docker, vous avez, par exemple, Yohan. Donc, euh, il y a énormément plutôt de chaînes YouTube, également de cours sur Udemy que vous pouvez suivre afin de pouvoir accélérer votre apprentissage. Et un truc que je peux faire en termes de retour lorsqu'on donne des formations, c'est que généralement, c'est difficile de faire des formations 100% pratiques. Par exemple, si je décide de faire une formation, créer un clone de Facebook, au tout début, oui, ça peut emballer du monde, mais si après la formation, elle s'étale sur 200 vidéos, 300 vidéos, ça devient ici décourageant. Donc, j'essaie ici, en tout cas pour cette année 2021, de pouvoir faire des formations beaucoup plus pratiques tout en compressant ici le nombre de vidéos afin de vous montrer également de manière pratique des choses que vous pourrez utiliser une fois en entreprise. Donc, très bientôt, je vais lancer une mini-série de vidéos où je vais vous montrer, par exemple, comment est-ce qu'on collabore en entreprise, comment est-ce qu'on utilise des outils comme, disons, euh, GitHub Action, comment est-ce qu'on utilise Docker, Kubernetes. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourrez également regarder ces vidéos-là afin de pouvoir au moins avoir une idée dans l'ensemble de comment ces outils sont utilisés en entreprise. Donc, si on résume un peu cette partie-là, comme vous pouvez le voir, le gros du travail, ce sera à vous de le fournir. Donc, si vous voulez, après, plus tard, avoir plus de chances d'obtenir l'emploi de vos rêves, ce sera également le moment d'investir sur vous-même en apprenant ici le maximum de choses possibles, mais en apprenant également de manière intelligente, en choisissant les technologies qui seront ici utilisées dans l'emploi que vous allez ici cibler. Là, on va passer au deuxième volet, qui est le volet recrutement.
Comme je le disais, j'avais aidé à recruter ici, des développeurs et des stagiaires et tout. Et pour une petite entreprise comme notre entreprise, des fois, on lance des offres d'emploi et puis on a plus de 3000 candidatures, des trucs de ce genre. Donc, je n'imagine même pas les grandes entreprises, combien de candidatures, elles reçoivent. Donc, ce qui revient donc à dire, il est très important lorsque vous postulez pour une offre d'emploi de vous différencier ici, des autres. Et ce qui est également un peu contradictoire, c'est que même s'il y a beaucoup de personnes qui postulent, si on prend le temps de regarder un peu les différents CV qui sont envoyés, il est difficile de trouver de bons développeurs. Ou bien je devrais dire à ce niveau-là, il est difficile ici de voir des développeurs qui savent un peu se vendre au fait. Je prends un exemple par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Si au niveau de l'offre d'emploi, on a besoin d'un développeur PHP avec 2 années d'expérience, ça ne fait pas vraiment de sens de mettre comme premier euh, langage que vous utilisez Java, alors que PHP, vous allez le mettre en dernière position, par exemple. Donc, à ce niveau-là, il est important de pouvoir customiser son CV en fonction de l'offre. Et au niveau des slides suivants, je vais vous montrer quelques petites techniques que vous pouvez utiliser. Mais un point qui me tient à cœur, c'est ce point-là. Quand vous êtes retenu dans une entreprise en tant que développeur junior, il ne faudrait pas penser uniquement à vous. Il faut penser comme si vous représentez également tous les autres développeurs juniors. C'est-à-dire que si vous êtes pris dans une entreprise en tant que développeur junior, il faudra donner le maximum afin que, à la fin, on pourra dire, par exemple, tous les étudiants qui proviennent de votre université ou bien tous les étudiants qui ont eu à prendre le même bootcamp que vous, on pourra leur donner également une chance. Donc, avoir cette mentalité-là de se dire que je fais ceci, non seulement pour montrer que les développeurs juniors sont également capables de faire également des choses intéressantes, mais donner la possibilité aux autres d'avoir la même chance que j'ai eu à avoir. Parce que des fois, on se retrouve dans des situations où on choisit des développeurs juniors, mais il n'y a aucun enthousiasme qui est montré à l'idée de pouvoir ici travailler et puis démontrer de l'intérêt à faire avancer les choses au niveau de l'entreprise. Et de plus en plus, ça devient difficile aujourd'hui avec la situation actuelle du COVID parce que les entreprises recherchent de plus en plus de développeurs seniors. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont en faillite et là, c'est le moment de trouver des personnes qui vont permettre ici de remettre rapidement ici l'entreprise sur la pente. Donc, encore une fois, ce sera à vous d'investir sur votre formation afin de passer de développeur junior à développeur senior en apprenant énormément de choses et puis en pratiquant sur différents projets. Là, ce slide, il s'adresse particulièrement à tous ceux peut-être qui suivent plutôt cette présentation et puis qui ont des postes de responsabilité dans une entreprise. Ce sera à tous de pouvoir convaincre les dirigeants de nos entreprises de donner ici des chances, de la chance plutôt aux juniors. Donc, si vous êtes manager dans une entreprise, directeur technique, il faudrait ici compter sur les juniors, leur donner une chance et je reste convaincu que vous ne serez pas déçus. Donc, c'est bien beau de dire on va donner ici les 10 meilleurs conseils pour trouver un emploi, mais il faudrait ici également agir en donnant ici ne serait-ce qu'une offre d'emploi à des développeurs juniors. Donc, au niveau de l'entreprise où je travaille, tous les développeurs que j'ai eu à recruter sont des développeurs qui débutent pour leur donner la chance de pouvoir ici faire leur premier pas en entreprise, mais également apprendre de ces développeurs-là. Parce qu'on ne se rend pas compte de cela, mais même si c'est un développeur junior, on peut apprendre de tout le monde. Et en travaillant avec ces personnes-là, on apprend également énormément de choses. OK. Donc, on va s'intéresser maintenant au dernier volet, c'est le volet ici postulant. Lorsqu'on postule pour une offre d'emploi, je sais que trouver un emploi, c'est difficile. Et moi, personnellement, ce que je n'aime pas dans le processus ici pour obtenir un emploi, c'est lorsqu'on me demande de faire des défis de code en personne. Personnellement, je suis quelqu'un qui aime travailler derrière son écran, prendre le temps de regarder les choses. Mais si on m'oblige, par exemple, à m'asseoir et puis faire le challenge en live, ça peut être un peu difficile. Donc, ce que je vous recommande, c'est que lorsque vous faites ici ou répondez à une offre d'emploi, il faudrait être transparent avec le recruteur. Ce n'est pas parce que c'est le recruteur que vous allez vous dire que vous n'allez qu'accepter ce qui est dit, vous n'avez pas ici votre mot à dire en grosso modo. Donc, si pendant l'entretien, vous avez des questions, il faudrait vous sentir libre de poser vos questions. Et de la même manière, si par exemple, vous êtes plus à l'aise à travailler sur les challenges, une fois que vous êtes à la maison, bien dans une salle de manière isolée et tout, il faudrait être transparent et puis vous donner toutes les chances de pouvoir mener à bien ici le challenge qui vous est donné. Donc, je le dis parce que des fois, en tant que développeur junior, on a peur de dire des choses parce qu'on se dit peut-être ça va jouer en notre défaveur. Et le second point également qui rejoint ceci, c'est avoir des principes. Donc, moi, par exemple,
Mon objectif n'a jamais été d'avoir le plus gros salaire. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ici suffisamment d'argent pour pouvoir faire ce que je veux avec, disons, ma petite famille. De la même manière, avoir, disons, le temps de pouvoir aller en voyage si j'ai besoin de le faire et ceci fera mon bonheur. Donc, pourquoi c'est important d'avoir des principes? C'est parce que lorsque vous allez faire des recherches d'emploi, vous allez essayer de trouver des entreprises qui vont répondre ici à ces principes-là que vous avez. Donc, ne pensez juste pas que c'est vous qui devez vous adapter à l'entreprise. Il faut penser également que j'ai des besoins. Donc, je vais choisir des entreprises qui correspondent à ces besoins-là, ce qui va faire qu'une fois que vous êtes accepté, vous allez vous sentir vraiment à l'aise au niveau de l'entreprise et ce sera ici un partenariat gagnant-gagnant. Alors que si vous ne prenez pas ceci en considération, vous allez rejoindre des compagnies au niveau desquelles vous allez vous sentir misérable parce que c'est difficile de communiquer et puis il y a d'autres éléments à prendre en considération. Également, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, en tant que recruteur, la plupart du temps, lorsque on regarde les offres d'emploi, on regarde plus les raisons de ne pas vous embaucher que les raisons ici de vous embaucher. Donc, il faudra faire de votre mieux pour minimiser les raisons ici d'écarter votre CV. Je prends un exemple au niveau d'Indeed, qui est une plateforme où on peut postuler des offres d'emploi et tout. Et tout. Au niveau d'Indeed, si vous uploadez votre CV en PDF, normalement, le CV s'affiche automatiquement au niveau de la page web. Mais si vous uploadez votre CV, par exemple, en document Google, en document Microsoft Word, il faudrait que le recruteur puisse télécharger votre CV, l'ouvrir au niveau de Microsoft Word afin de voir ici votre CV. Donc, imaginez qu'il y a 3000 candidatures et puis il y a 2000 candidatures où c'est des PDF. Donc, il peut voir ceci directement au niveau de l'interface et vous, votre candidature, c'est un fichier Word. Et malheureusement, il n'a même pas Microsoft Word sur sa machine. Prenons un exemple. Donc, ici, vous ne vous donnez pas les chances ici d'obtenir l'emploi parce que ce sera difficile ici d'ouvrir votre CV, regarder votre CV. Donc, en fonction de ce qui est demandé dans l'offre d'emploi, si on demande un fichier PDF ou bien un fichier doc et ainsi de suite, ce sera à vous de regarder puis respecter cela pour mettre toutes les chances de votre côté. Et ce dernier point-là, c'est un point que je trouve vraiment ici important. Si une entreprise dit qu'elle a besoin d'un développeur senior, si vous vous considérez comme junior, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler. Parce que ce soit un développeur junior ou bien un développeur senior, tout le monde fait des recherches sur Stack Overflow, tout le monde bute sur des trucs qui ne marchent pas. Donc, du moment où vous travaillez énormément de votre côté et puis vous vous sentez à l'aise avec la technologie, vous pouvez juste postuler et vous allez vous sentir vraiment étonné de voir qu'on vous donne ici votre chance. Donc, ce n'est pas parce que l'offre met un développeur senior que vous n'allez pas postuler. Tout compte fait, vous ne perdez rien en postulant ici à l'offre en question. Et le dernier point, c'est toute expérience vous sera bénéfique. Moi, personnellement, je n'ai pas étudié purement l'informatique, j'ai étudié les télécoms. Donc, on faisait tout ce qui est euh, ondes radio, fréquences et tout. Mais lorsque j'ai pris mon premier cours de programmation, j'ai vu que réellement, j'aimais plus l'informatique que les télécommunications. Ce qui a fait que je suivais mes cours à l'université où on voyait tout ce qui est fréquence, des trucs de ce genre-là. Mais dès que je rentre à la maison, j'essayais d'aller sur le site du zéro, apprendre des trucs sur la programmation, les langages de programmation, des trucs de ce genre. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai appris à coder en PHP, appris à faire du développement web et tout. Donc, vous pouvez apprendre énormément de choses par vous-même si vous décidez d'investir sur votre formation et utiliser à bon escient le temps que vous avez. Parce que plus on est euh, à- au niveau de la jeunesse, plus on est jeune, plus on a le temps de pouvoir ici faire des choses pour améliorer notre expérience en tant que développeur. Là, c'est un point également que je voulais mettre en relief. La triste réalité, c'est que c'est plus facile pour les hommes que pour les femmes de pouvoir obtenir des emplois dans le monde du web. Je ne sais pas pourquoi, mais également à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on doit essayer de travailler là-dessus en termes de communauté, parce que ça ne doit pas être un élément discriminant, parce que c'est un homme ou bien parce que c'est une femme. Donc, ce message, je l'adresse à tous ceux qui sont dans des positions ici de décision, grosso modo. Et des fois, je discute avec des gens qui ont du mal à trouver de l'emploi et qui me disent, par exemple, j'ai postulé, mais je n'ai pas eu de réponse, alors que ces personnes ont eu à répondre simplement à deux offres, postuler à deux offres d'emploi. Donc, postuler à deux offres, ce n'est pas suffisant. Il faut postuler à 5, à 10, à 15, à 20, à 30, ainsi de suite. Plus vous postulez, plus vous aurez ici les chances d'être accepté. Mais en même temps, le plus important, comme je l'ai dit, c'est de postuler à des offres qui vont répondre à vos principes. Donc, vous allez postuler à 30 offres, 40 offres, mais ces offres-là répondent aux principes que vous avez établis, ce qui vous permet de vous sentir à l'aise, heureux
au niveau d'une entreprise. Il faudra également répondre à des demandes de façon proactive. Je prends un exemple. Euh, il y a une entreprise pour laquelle j'avais postulé qui n'avait même pas mis d'offre d'emploi. J'ai juste postulé, j'ai envoyé mon CV et c'était, par exemple, en février. Je n'ai eu aucune réponse. Et en août de la même année, j'ai eu une réponse de l'entreprise qui me disait: «Un poste vient de se libérer. Est-ce que je suis, toujours intéressé à travailler avec eux?» Et là, j'ai répondu: «Oui, ça m'intéressait» et c'est grâce à cette entreprise, par exemple, que j'ai vu en tant que développeur, on pouvait vraiment gagner beaucoup d'argent. Mais ce qui est important, c'est que si vous postulez de manière proactive, même si l'entreprise n'a pas posté d'offre d'emploi, si l'entreprise a une bonne impression de votre CV, elle va garder votre CV et si un poste se libère, elle va vous contacter. Mais étant donné que c'est maintenant l'entreprise qui vous contacte, vous êtes un peu en position ici, un peu plus en meilleure position de pouvoir discuter un peu votre salaire. Donc, c'est un peu comme dans la vie réelle. Si vous trouvez quelqu'un que vous aimez, vous approchez la personne n'est pas intéressée. Si plus tard la personne est intéressée, eh bien, ce sera à vous de décider est-ce que vous voulez donner une chance à cette personne ou pas. Donc, vous êtes dans une position de force. Et dans ces cas-là, je vous recommande de faire des demandes proactives. Si vous n'avez pas de réponse, ne vous découragez pas parce que peut-être ils n'ont pas eu à lire votre CV, peut-être ils n'ont pas de budget pour engager quelqu'un, mais plus tard, le fait de postuler, vous allez voir que ça peut être également bénéfique sur le long terme. Et comme je l'ai dit, il faudra se différencier des autres si vous postulez. Moi, à chaque fois que je postule à une offre d'emploi, si on me demande de faire des défis techniques, en lieu et place de juste envoyer le lien GitHub et tout, je vais faire une petite vidéo où j'explique un peu ce que j'ai eu à faire. Le premier avantage de faire une vidéo, c'est que ça montre que ça marche. Parce que si vous envoyez un lien GitHub et puis la personne ne sait pas comment ici faire le setup de l'application, elle va penser que ça ne marche pas. Mais au moins avec la vidéo, la personne saura que ça marche. Et en plus, la personne sera en mesure de voir que vous prenez des initiatives pour montrer différents éléments, ce qui peut représenter une grande qualité. Et là également, d'autres choses, c'est que pendant que vous êtes en train de rechercher de l'emploi, vous pouvez faire d'autres choses. Vous pouvez également vous bâtir une communauté et vous donner de la légitimité. Tout le monde aujourd'hui peut créer une chaîne YouTube. Donc, ne vous dites pas parce que vous êtes junior, vous ne pouvez pas apprendre quelque chose à quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, tout le monde peut apprendre de tout le monde en grosso modo. Donc, si vous êtes développeur junior et puis vous créez votre propre chaîne YouTube où vous faites des vidéos sur comment créer de petits jeux en Python, vous allez voir qu'il y a d'autres développeurs juniors qui sont intéressés ou bien des développeurs seniors qui sont intéressés par ce que vous faites et tout. Donc, ne vous dites pas parce que je suis junior, je dois juste apprendre. Vous pouvez également ici partager le peu de connaissances que vous avez. De la même manière, vous pouvez écrire des livres. Moi, le premier livre que j'ai eu à écrire, mon livre premier pas avec Python, j'ai voulu l'écrire parce que je me disais, si les autres écrivent des livres, pourquoi pas moi? Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire le livre et puis je l'ai publié après gratuitement. Si vous tapez premier pas avec Python sur Google, vous allez voir ici le lien pour télécharger gratuitement le livre. De la même manière, en parlant à des conférences, ceci va vous donner un peu de légitimité. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais les 3 points que je viens de lister à ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est tout simplement, tout est gratuit. Créer sa chaîne YouTube, c'est gratuit. Écrire un livre, vous avez des outils qui vous permettent d'écrire des livres gratuitement. Par exemple, Ibis, si vous connaissez, Ibis, c'est un outil Laravel, PHP qui permet de pouvoir écrire des livres. Participer à des conférences, moi, j'ai été celui qui a eu à contacter Graven pour lui dire, «C'est une très bonne initiative. Si tu penses que je peux, participer, je peux aider en parlant, en tant que speaker, n'hésite pas à me faire signe et je serai content de le faire» et voilà, Graven a accepté et aujourd'hui, je suis devant vous en train de parler. Donc toutes ces choses-là ont l'air, pas vraiment significatives, mais c'est important parce que c'est ce qui vous permet d'avoir une certaine légitimité et tout ceci, encore une fois, comme je le dis, est gratuit. Donc, le fait d'avoir écrit le livre en Python, ceci m'a permis aujourd'hui de donner des formations à des entreprises parce que je peux dire que j'ai écrit un livre en Python qui a été téléchargé par tel nombre de personnes, 5000 personnes, ainsi de suite. De la même manière, j'ai pu donner des cours dans mon université, un cours d'introduction à la programmation en Python parce que pu dire que je donne des formations à des entreprises et j'ai obtenu ceci grâce au livre que j'ai eu à écrire et ceci m'a donné de la légitimité pour donner maintenant ici un cours à l'université. Donc, je n'ai pas dépensé de l'argent, ce que j'ai dépensé, c'est mon temps. Et le temps que vous allez dépenser, plus vous allez le dépenser sur votre personne, vous allez voir que sur le long terme, il vous sera ici bénéfique. Si je dois donner un conseil à un développeur junior qui souhaite ici rejoindre une entreprise,
je vais recommander une petite entreprise parce que vous aurez quelqu'un qui sera à votre côté, à vos côtés plutôt, qui va vous aider dans le processus et vous pourrez apprendre énormément de choses. Alors que dans de grandes entreprises, généralement, c'est difficile d'avoir ce genre de mentor qui va vous aider dans votre cheminement. OK. Donc là, je vais passer un peu rapidement sur ces points-là, mais pour le CV, sachez qu'il faut avoir un CV par offre d'emploi. Ce n'est pas le même CV que vous allez utiliser pour toutes les offres d'emploi parce qu'il faut customiser chaque CV que vous allez envoyer par rapport à l'offre d'emploi qui a été publiée en grosso modo. Et comme je l'ai dit, si vous postulez et vous n'avez pas de réponse, il ne faut rien prendre personnel. Peut-être les gens n'ont pas lu votre CV, peut-être n'ont pas le budget, peut-être ne sont pas intéressés. Il faudrait juste voir ce qu'il faudra améliorer et puis tenter de l'améliorer. Également, des fois, on se dit au niveau du CV, on n'a pas de projet, vu qu'on n'a pas travaillé en entreprise, qu'est-ce qu'on va mettre? Vous pouvez regarder les projets que vous avez faits à l'université, des projets que vous avez faits en autodidacte, des projets que vous avez faits en bootcamp, et puis les mettre en valeur dans le contexte ici de l'offre d'emploi que vous souhaitez ici, à laquelle vous souhaitez postuler. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'avoir de gros projets. Vous pouvez simplement reformuler les projets que vous avez faits en entreprise pour les mettre dans le contexte ici des compétences qui sont recherchées pour l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Également, sachez que les recruteurs, ce sont des humains. Donc, comme je vous l'ai dit, sentez-vous à l'aise à poser des questions, à dire ce que vous voulez. Mais si vous avez des centres d'intérêt, vous pouvez les mettre. Par exemple, moi, j'ai eu un poste juste parce que j'ai mis que j'étais scout et la personne qui recrutait a été également scout. Et ça a été, disons, un point commun qui a mené à la discussion et puis qui a fait en sorte que peut-être la personne a regardé mon CV différemment. Également, il y a des questions qu'on peut se poser en rapport avec le CV. Est-ce qu'il faut rajouter des références? Moi, généralement, je n'en rajoute pas parce que je me dis peut-être l'entreprise ne va pas ici nécessairement prendre le temps de parler de tout ce que vous avez fait de manière positive parce que c'est subjectif. Est-ce qu'il faut rajouter une photo? Moi, je rajoute toujours une photo. D'autres personnes préfèrent ne pas mettre de photo pour éviter une quelconque discrimination parce que c'est un homme ou bien parce que c'est une femme ou bien parce que la personne est de couleur noire, ainsi de suite. Moi, je mets toujours ma photo parce que selon mes principes, je ne veux pas travailler pour une entreprise qui va faire une certaine discrimination selon ma couleur de peau ou bien selon mon apparence. Donc, c'est tout à mon avantage que la personne voit ma photo, ne me recrute pas que de travailler pour une entreprise qui agit d'une telle manière. Donc, je mets toujours ici ma photo. Ajoutez le lien de votre profil LinkedIn. Si vous avez un profil qui a été bien saisonné, vous pouvez le mettre, mais moi, je ne le mets pas généralement parce que si vous regardez ma description LinkedIn, je mets simplement homme dans le monde, donc man in the world, donc ce n'est pas le meilleur profil LinkedIn. Ajoutez le lien GitHub. Si vous avez des projets assez intéressants GitHub, vous pouvez ici les rajouter. Et pareil pour votre site web, si vous avez des trucs intéressants au niveau de votre site web, qui montrent ce que vous avez eu à faire, vous pouvez également les rajouter. Et ne pensez pas simplement à chercher de l'emploi. Vous pouvez créer votre propre business. Vous pouvez créer votre propre entreprise. Aujourd'hui, c'est vraiment assez simple. Vous serez surpris de voir comment est-ce qu'on peut créer sa propre entreprise. Vous pouvez le faire en ligne, vous aurez votre entreprise et puis vous allez bâtir également quelque chose en laquelle vous croyez énormément. Donc, ne pensez pas simplement comment trouver de l'emploi, pensez également comment créer de l'emploi parce que vous pouvez aujourd'hui créer de l'emploi rien qu'en commençant avec une chaîne YouTube et tout. Comme je l'ai dit, tout le monde ne connaît pas tout. Donc, ne vous dites pas que ben, vous n'êtes pas à votre place. Personne ne sait ce qu'il fait. Ne dites jamais donc je pense que je n'ai pas le niveau pour faire ceci ou bien je n'ai pas le niveau pour faire cela. Plus vous allez ici commencer quelque chose, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez apprendre de nouvelles choses, OK, en chemin. Donc, si je devais résumer ici la présentation rapidement en 3 points, je dirais que nous sommes tous des humains, que ce soit la personne qui postule, le recruteur, le professeur à l'université. Donc, il faudrait prendre en considération ces éléments-là. Deuxièmement, donnez-vous les chances de changer votre situation en investissant sur votre formation, sur les technologies que vous apprenez, sur les contacts que vous faites. Et troisièmement, ne pensez pas simplement trouver de l'emploi, pensez également que vous pouvez créer de l'emploi. Je vais terminer avec cette citation de Jeff Bezos qui disait: ne soyez pas fiers des dons que vous avez, mais soyez fiers du travail ardu que vous allez abattre et également des choix que vous allez faire. Donc, j'ai remplacé ici travail ardu par travail intelligent parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas juste apprendre les choses pour les apprendre, il faut apprendre des choses que vous savez qui vont vous servir dans le futur.